Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence dans laquelle nous allons parler du solaire, du photovoltaïque, mais j'ai envie de dire pas forcément du photovoltaïque classique tel que vous le connaissez, tel qu'on le connaît tous, hein. Nous avons tous vu ces panneaux solaires qui sont positionnés sur les toits chez les particuliers ou sur des bâtiments tertiaires. Non, on va parler de nouvelles formes, de nouvelles technologies. Je m'appelle Michel Kochanski, je travaille au sein de l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, qui est un centre de recherche situé en région parisienne, spécialisé sur les matériaux et technologies photovoltaïques de nouvelle génération. Et précisément, nous avons une diversité de matériaux qui se déclinent sous différentes formes et qui vont conduire à la possibilité d'intégrer le photovoltaïque au bâtiment, le coupler à l'agriculture, l'intégrer aux véhicules, voire même l'utiliser pour alimenter des objets connectés en indoor. Et oui, même en indoor. Et pourtant, ce n'est pas forcément là qu'on attendrait le photovoltaïque. Alors c'est pour cela que nous avons la chance d'avoir un panel ici qui réunit des sociétés comme Eliatech et Solar Close System. Alors Eliatech qui est représenté à ma gauche par Aline Muller, qui développe donc des produits photovoltaïques. Elle va nous en parler. C'est le cas aussi de Solar Close System qui est représenté par Alain Janet sur la gauche. Et puis nous avons un développeur de projet représenté ici par Eva Van Dest d'Amarenco. Alors je vais leur donner tout de suite la parole parce qu'ils ont plein de choses intéressantes à nous raconter. Mais juste avant de le faire, peut-être 2 ou 3 chiffres, pas davantage, des points de repère peut-être. Sachez qu'en 2021, le solaire PV a fourni 3% de l'énergie électrique consommée en France. L'année précédente, c'était 2,8%. Sachez aussi que la programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit 20 gigawatts installés en 2023 et entre 35 et 44 gigawatts en 2028. Alors pour le moment, où en sommes-nous par rapport à ces objectifs? En décembre 2021, nous avions 13,2 gigawatts d'installés sur le sol français. Mais je vais donner tout de suite maintenant la parole, on va revenir sur nos sujets. Aline, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous parler d'Eliatech, de ce que vous faites, des applications, des marchés qui vous intéressent? Merci Michel. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Aline Muller, je travaille chez Eliatech. Nous sommes basés en Allemagne, à Dresde. Donc c'est là que nous développons et fabriquons nos modules. Donc nos modules photovoltaïques organiques. Donc c'est une technologie qui a maintenant une quinzaine d'années. On est leader sur cette technologie parce qu'on a encore un petit peu d'avance parce qu'on a commencé tôt, mais la concurrence ne faiblit pas. Donc on est basé à Dresde, on a nos laboratoires qui développent cette matière organique. Et une usine qu'on a construite il y a 2 ans qui va nous permettre maintenant, on n'est plus vraiment une start-up parce qu'on est vraiment aux portes de la commercialisation qui doit se faire maintenant au mois de mai. Donc voilà, on est vraiment dans les starting blocks, on va dire. Donc on a une usine qui nous permet de produire environ 1 million de mètres carrés de panneaux solaires par an. Donc notre vision chez Eliatech, en fait, c'est de débloquer tout un potentiel de surfaces qui ne sont pas utilisées jusqu'à présent sur tous ces bâtiments qui, pour des raisons de tactique des bâtiments, c'est-à-dire des bâtiments qui sont dits plutôt de structure légère, sur lesquels on va peut-être pas pouvoir installer de photovoltaïque conventionnel parce que les panneaux qu'on connaît, qu'on a en tête, ils sont lourds, ils sont rigides. Ils vont pas pouvoir être mis peut-être forcément en façade, etc. Donc nous, c'est de proposer une alternative avec un produit, du coup, donc ça c'est notre module solaire, c'est un de nos produits, c'est un module qui fait 2 mètres. Donc comme vous le voyez, il est très flexible, il est super léger, on va être à moins de 2 kg le mètre carré. Et puis il a l'avantage d'avoir une face adhésive en partie arrière,
Donc en fait, on l'applique directement sur les bâtiments, donc que ce soit du béton, de l'aluminium, du verre, du métal, enfin voilà. Des toits en membrane, par exemple, des toiles tirées, etc. Donc voilà, c'est de débloquer tout ce potentiel de bâtiments qui sont inexploitables jusqu'à maintenant et de proposer une alternative. Alors, on n'aime pas trop se comparer effectivement au PV conventionnel parce que déjà sur le papier, on n'aurait pas vraiment de chance par rapport à ces panneaux qui atteignent maintenant des efficiences qui sont vraiment très élevées. C'est une nouvelle technologie, donc ça suppose forcément qu'on n'atteint pas encore les niveaux du PV conventionnel, mais on y arrive petit à petit. Donc Eliasol, donc comme je vous disais, donc c'est une solution super légère, donc on est à moins de 2 kg le mètre carré. Ultra fin, on va être à moins d'1 millimètre au niveau du film. Alors vous avez juste la boîte de jonction qui est un petit peu plus épaisse, mais le film est vraiment ultra fin, donc il va s'intégrer vraiment sur l'enveloppe du bâtiment. Au niveau de la technologie organique, alors effectivement ça a l'avantage. Donc organique, qu'est-ce que ça veut dire Organique, c'est en fait donc la composition de cette matière organique est à 98% basée sur de la molécule de carbone. Donc il n'y a pas de silicium, cadmium, autres métaux rares ou toxiques dans sa composition. Donc voilà, ça fait partie nous aussi chez Eliatech de notre vision de développer un produit qui va être recyclable en fin de vie, qui va avoir une empreinte carbone, une des plus basses de toutes les technologies qu'on dit renouvelables. Alors voilà, il y a l'hydrogène qui est encore plus bas que nous, mais sinon voilà, on est sur des bases de 10 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc voilà, c'est de proposer à tous ces bâtiments de pouvoir réduire leur empreinte carbone de manière vraiment conséquente et plutôt facilement, puisque c'est un produit dont l'installation est très ludique, très facile, qui va être très rapide. C'est là où on va réussir un petit peu à rattraper notre écart de coût et d'efficience sur d'autres modules, puisque effectivement là, ça se colle directement, il n'y a pas besoin de structure métallique, il n'y a pas besoin de ventilation des modules, etc. Donc sur ça, on va réussir à rattraper un petit peu les coûts du module qui sont encore un petit peu élevés. Alors ce qui est intéressant aussi avec l'OPV, ce sont les perspectives, puisque l'OPV, on va pouvoir jouer dans le futur sur la transparence. Donc pour l'instant, on est sur un module qui est vraiment opaque. L'OPV permet de jouer sur cette transparence. Alors pour l'instant, on a une efficience qui est quand même encore assez limitée. On va être sur des modules qui font 50-55 watts. Donc plus on joue sur la transparence, plus on perd en efficience. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment l'intérêt de jouer sur la transparence, mais ça viendra dans les années qui viennent, parce que le marché il est là, toutes ces façades de verre, de bâtiments industriels qu'on voit maintenant partout dans tous les centres d'affaires, etc. Il y a un marché énorme sur ça, donc c'est quelque chose qui va arriver. On va pouvoir jouer aussi sur les couleurs. Alors, ça ne sera pas des modules rouge, vert et jaune, mais on va pouvoir jouer aussi sur les teintes, donc ce qui est au niveau architectural aussi intéressant. On va pouvoir jouer sur la taille des modules. Donc là, c'est une taille standard de 2 mètres par 43 cm, mais comme on a un procédé de production de rouleaux, de roll sur roll, on va pouvoir faire des modules qui peuvent aller jusqu'à 1,20 m de large et 12 mètres de long. Donc voilà, avec juste une petite boîte de jonction, au niveau de l'intégration sur les bâtiments, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, donc on est aux portes de la commercialisation. Les premiers modules seront commercialisés en mai, premièrement en Europe, et après, alors les marchés cibles, c'est plutôt l'Asie du Sud-Est pour Eliatech. Depuis une dizaine d'années, effectivement, on teste les produits effectivement en conditions réelles. Donc on a une trentaine de projets pilotes à travers le monde, puisque effectivement l'objectif c'est de tester le film dans des régions différentes, dans des zones climatiques différentes, pour voir comment réagit le film. Un des avantages de l'OPV, c'est aussi qu'il a un coefficient de température positif, c'est-à-dire qu'il réagit beaucoup mieux dans des zones à température élevée, ce qui est parfois une des limites du PV conventionnel, c'est-à-dire que dès qu'il va faire très chaud, les performances commencent un petit peu à décroître. Sur l'OPV, ça reste stable, ça a même une petite tendance à augmenter, donc voilà pourquoi ces marchés sont aussi intéressants pour nous.
Et les applications, alors là, franchement, elles sont vraiment... Alors, notre marché, c'est les bâtiments, parce qu'il nous faut des mètres carrés pour essayer de compenser encore un petit peu cet écart d'efficience qu'on a par rapport au PV conventionnel, même si on essaye de pas trop se comparer à eux, on a quand même toujours cette idée en tête. Donc on reste quand même plutôt sur les bâtiments, que ce soit en façade ou en toiture. Et bien sûr, après, les applications, elles sont quand même multiples. Sur les projets pilotes qu'on essaye de faire, on essaye toujours de faire un pilote pour tester quelque chose de nouveau. Donc que ce soit un mât d'éolienne qu'on a réalisé en Espagne, donc pour essayer de rendre cette éolienne complètement autonome, donc parce que l'éolienne, même quand elle tourne pas, elle a quand même des besoins électriques assez importants. Donc voilà, installer des films sur le mât de l'éolienne pour la rendre autonome, que ce soit sur des dômes de biogaz en membrane, après, ou alors plus classiquement sur le toit d'une école ou sur des toits de bâtiments parisiens ou comme vous avez ici à Lyon en zinc qu'on connaît bien. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'intégrer ce module de façon plutôt esthétique, l'intégrer vraiment dans le bâtiment pour qu'il se fonde vraiment sur la vision, sur l'optique en tout cas du bâtiment. Voilà. Merci. Merci Aline, comme vous l'avez dit, vos panneaux PV peuvent venir se greffer en toiture ou en façade. À ce sujet, sachez qu'en France, nous avons un potentiel de PV en toiture qui est, je dis bien un potentiel, qui est extrêmement important, puisque nous aurions le plus fort potentiel de production PV en toiture en Europe, par exemple. Je vais donner la parole maintenant à Eva. Amarenco ne développe pas des produits, Amarenco développe des projets, et en particulier dans l'agrivoltaïsme. Donc je pense qu'Eva va nous expliquer, va nous dire si la culture des fraises, des framboises est compatible avec le PV. Merci Michel. Merci. Et donc moi je suis la directrice des affaires publiques donc, de Amarenco Group, qui est un développeur producteur indépendant d'énergie solaire, qui est présent principalement en Europe. C'est une entreprise franco-irlandaise, aussi en Espagne, au Portugal, en Autriche, en Irlande et au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Voilà. Donc on a connu une belle croissance qui suit les objectifs et l'intensification de l'intérêt porté au solaire aujourd'hui. Donc on a un exemple même de la croissance forte de ce secteur, qui, nous l'espérons, ne va faire que continuer. Alors, moi, je ne représente pas un producteur de produits, puis je n'ai pas un background d'expert technique. Donc, je vais apporter un regard un peu différent, qui serait plutôt celui du photovoltaïque intégré à la société, intégré au territoire. Donc, nous, on achète des produits, et d'ailleurs, je trouve ça toujours intéressant de décloisonner un peu et de faire se rencontrer et de parler ensemble avec des producteurs des produits, des acheteurs comme nous, qui allons ensuite déployer massivement la production solaire. Et il manquerait aujourd'hui le consommateur ou le gros industriel électro-intensif, comme on l'appelle, qui a besoin aujourd'hui de décarboner son énergie. Et je pense que cette approche globale systémique est importante. Pourquoi ? Parce qu'en tant que développeur, nos principaux enjeux aujourd'hui, je vais en citer que 4, ça va être l'accès au foncier. C'est vrai qu'installer des panneaux, ça demande de la surface. Voilà. Un deuxième gros enjeu, je dirais, c'est un enjeu plus politique. C'est un vrai sujet de société aujourd'hui, d'acceptation des populations locales de voir son paysage peut-être un peu adapté, ces panneaux arrivés sur ces bâtiments, sur ces terres agricoles, sur ces parkings, sur ces toitures industrielles. Donc c'est un vrai sujet de société, de débat aujourd'hui. Un véritable enjeu politique. Alors là, avec la crise en Ukraine, je n'en parle même pas, parce qu'en termes d'indépendance énergétique, voilà, on est vraiment, les renouvelables sont en tout cas pour l'Europe et la majorité des pays européens vraiment un enjeu très fort. Et notre président Macron suit aussi cette ligne en ayant annoncé 100 gigawatts d'objectifs pour 2030. Donc on voit qu'on va devoir dans l'avenir développer rapidement et massivement
ces infrastructures intégrant le solaire. On a un troisième enjeu très important qui est celui du cadre réglementaire, parce qu'on a des personnes qui innovent, on a des besoins qui évoluent. Donc aujourd'hui, on a une consommation forte par rapport à la transformation de la mobilité électrique, tout ce qui est véhicule électrique et notamment l'hydrogène vert, mais notre consommation d'électricité, le remplacement de tout ce qui est production carbonée, donc des chauffages, va demander une consommation électrique de plus en plus importante. Donc on a des gens, et beaucoup, c'est un secteur très dynamique, qui innovent, qui trouvent des solutions toujours plus intelligentes. Le PV d'hier n'est pas celui de demain, ni d'aujourd'hui. Et le cadre réglementaire, lui, doit aussi évoluer pour permettre à ces nouvelles solutions d'intégrer notre quotidien. Voilà. Et dernier enjeu, c'est celui des prix et du coût, donc à la fois du coût de la production. Évidemment, quand on parle d'innovation, c'est toujours aussi un challenge, parce que, in fine, ce sera aussi le prix de l'électricité pour le consommateur. Voilà. Donc c'est tout ça, c'est tous ces enjeux et c'est tout ça qu'on doit prendre en compte. Donc pour en arriver au point de Michel, donc nous, nos clients, nos partenaires, ça va être des industriels, ça va être des collectivités, voilà, tout type de personnes qui pourraient disposer d'une surface de parking, de toiture. Et Amarenco est vraiment leader. Ça fait très longtemps, depuis l'origine de la société, que nous travaillons aussi avec le monde agricole. Voilà, donc nos partenaires principaux aujourd'hui sont des agriculteurs. Nous avons notamment équipé de très nombreux agriculteurs en bâtiments agricoles avec toiture solaire, qui est souvent d'ailleurs l'occasion aussi de désamianter les toitures dans le monde agricole. Donc on retire l'amiante et on remplace par une toiture solaire. On a construit comme ça plus de 1000 infrastructures et le monde agricole est varié, très nombreux agriculteurs. On a également acquis un portfolio de serres agricoles. On en a 392 aujourd'hui et on a une personne qui suit ces serres depuis 5 ans et qui, avec les agriculteurs, observe et les accompagne pour voir comment ça se passe, le PV et la serre agricole. Donc, on a des panneaux qui sont sur la toiture de la serre. Évidemment, il y a une ingénierie ici de partage lumineux qui rentre en compte dans ce type d'installation, puisque l'agrivoltaïsme vient d'un concept qu'on appelait le solar sharing, et qui est l'idée qu'il y a un partage de photons entre la cellule photovoltaïque qui va produire l'électricité et la plante ou la culture qui a besoin de lumière pour sa photosynthèse et sa croissance. Donc nous, à Amarenco, on a pris la présidence, donc c'est moi qui la représente il y a 2 ans, du groupe de travail européen de Solar for Europe sur l'agrivoltaïsme. Donc c'est vrai qu'il y a 2 ans, on a commencé avec un grand nombre de participants à ce groupe de travail, dont de très nombreux sont ici sur ce salon, j'ai reconnu. On a observé quelles étaient les applications déjà disponibles, alors en Europe, en France et dans le monde. Elles sont vraiment multiples. Et donc, on a rédigé un guide de bonnes pratiques pour donner un peu un cadre, créer ce secteur et observer les bonnes solutions, les moins bonnes solutions et éviter ce qu'on aime bien appeler les projets alibi, c'est-à-dire les projets solaires sur des terres agricoles qui ne permettraient pas à une production agricole de continuer. Donc l'idée, c'est bien de l'agrivoltaïsme, c'est bien de faire du photovoltaïque intégré à une activité agricole. Donc le premier besoin, c'est une activité agricole, qu'elle soit d'élevage ou de production de culture. Et là, on a toute une série d'installations, alors plus ou moins ouvertes ou closes, qui vont venir s'intégrer à cette activité et répondre à un certain nombre de besoins dont la plupart... Alors, il y a un premier besoin, on va dire un peu plus macro, qui est de décarboner les sources d'énergie
dans la production agricole et dans le monde rural, donc apporter les énergies renouvelables dans ces territoires et sur ces fermes, puisque l'agriculture est une industrie, en tout cas, voilà, certains. C'est une source de diversification, donc il y a une raison aussi économique, diversification de revenus pour une autre catégorie d'agriculteurs qui a besoin de diversifier ses sources de revenus. Ça sécurise aussi, peut sécuriser ainsi l'activité agricole. Et enfin, on a tout un tas d'installations qui apportent une protection principalement liées aux aléas du changement climatique, puisque les panneaux sont résistants à la grêle, aux fortes pluies. On voit aussi que ça change un peu les conditions microclimatiques. Donc, des articles scientifiques ont observé une réduction de 30% de la consommation en eau pour des cultures avec des panneaux surélevés au-dessus. On a aussi un phénomène chaud-froid, donc ça diminuerait les effets du gel. Voilà, donc il y a un aspect protection. Donc tous ces besoins peuvent être remplis, mais à condition qu'ils soient faits convenablement. Et évidemment, les technologies photovoltaïques doivent être adaptées. Alors adaptées déjà en termes de structure. Donc si on part par exemple d'une centrale au sol classique, et ben pour ramener de la lumière et pour permettre l'activité agricole, on va commencer par espacer les rangées de panneaux. On va éventuellement surélever les panneaux d'1 mètre, 2 mètres si on est plutôt sur du pâturage-élevage, jusqu'à 3, 4 mètres lorsqu'on va être en arboriculture et qu'on va vouloir apporter un abri à ces cultures. Voilà, donc ça c'est sur l'infrastructure. Et après on a tout un tas d'acteurs qui travaillent sur la transparence, sur le panneau lui-même. Voilà, et on a aujourd'hui sur le marché alors 2 types de technologies. On va dire ceux qui travaillent sur la transparence des panneaux. Donc en fait on a moins de cellules photovoltaïques dans un seul panneau, ce qui permet de récupérer, de laisser passer de la lumière qui plus est diffuse. C'est très important aussi pour la pousse en dessous. Et on a aussi une génération de panneaux dynamiques avec des algorithmes qui permettent d'arbitrer en fonction des saisons et du climat entre la lumière, entre la culture et voilà. Et donc je terminerai juste ce propos voilà, en disant qu'il y a ce guide de bonne pratique sur toutes ces installations. Donc pour nous, c'était important de garder à la fois de donner un cadre, mais à la fois de garder cette flexibilité, parce qu'on se rencontre, et particulièrement dans un contexte européen, mais y compris en France, aucun territoire n'est le même. Les cultures agricoles sont différentes. Le sud de la France, le nord de la France, en fonction de l'activité agricole. Donc c'est important de pouvoir garder une agilité, une flexibilité dans les solutions qui sont proposées. Chaque projet est quasiment unique. Et le dernier point, c'est qu'on a émis des critères de notation, l'idée étant d'avoir un impact le plus positif possible sur l'écologie et le social. On a considéré qu'étant un secteur des énergies renouvelables, donc engagé pour une transition climatique et écologique, nos investissements et ces infrastructures devraient aussi permettre et accompagner les agriculteurs dans leur transition vers l'agroécologie, la réduction des implants, des produits chimiques et leur apporter une diversification de revenus, des revenus complémentaires qui leur permettraient de transiter. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Merci. Eva, je reviendrai à la fin à ma question sur la cohabitation entre les framboises et le PV. Merci beaucoup. En tout cas, en tant que représentant d'un institut de recherche, je confirme que, et c'est vrai d'ailleurs pour l'agrivoltaïsme, comme vous l'avez souligné, mais c'est vrai aussi pour le BIPV, l'intégration au bâtiment. Voilà de beaux terrains, de beaux sujets pour l'innovation et la recherche. Je vais donner maintenant la parole à Alain Janet. On va revenir sur une société qui développe un produit, mais avec une technologie différente. Donc Alain, si tu veux bien nous parler de SolarClose, de ce que tu fais. Ok, bonjour à tout le monde. Je viens de la base, c'est-à-dire du marché, et en réalité des textiles techniques. Désolé, pas du photovoltaïque. C'est ma connaissance de base, à peu près une vingtaine d'années, c'est la fabrication de textiles techniques, qui veut dire souple, qui veut dire déformable, qui veut dire pas de verre. Par définition, pas de verre, c'est pas possible. Et donc,
On m'a soufflé un jour l'idée de rajouter une couche à ce qu'on faisait déjà, une couche photovoltaïque. Entre l'idée qui nous a été soufflée et le produit final, il s'est passé 5 ans. 5 ans à gérer parce qu'on a mis les mains à la pâte, enfin, on s'est mis à fabriquer en réalité. Et ça nous a mis à peu près 5 ans à gérer tout ce qu'on connaît quand on fabrique des modules, à savoir les problèmes de transmission électrique, les bus bars, les diodes, tout ce qui fait la composition d'un stack électrique. Ce sont de la microélectronique en réalité. Et donc, ce produit final devait correspondre aux besoins de nos clients d'origine. Alors, vous avez peut-être pas rencontré les produits Solarflow System. Les premiers que vous avez peut-être pu voir, c'était au Vendée Globe. J'ai mis ça sur des bateaux, dans les voiles de bateaux, pour vous dire que j'ai une déformation professionnelle au sens propre et figuré, les deux. Pour moi, le produit devait se déformer, devait pouvoir suivre les volumes dont nos clients avaient besoin. Et en même temps, cette année-là, on travaillait avec le CNES pour les ballons stratosphériques. Donc vous voyez, on poussait le photovoltaïque, on a poussé l'enveloppe le plus loin possible, voir jusqu'où on pouvait aller, quelles étaient les applications extrêmes, voire ultimes du photovoltaïque. Des fois, on est tombé sur le nez, des fois, ça ne fonctionnait pas. Mais globalement, le photovoltaïque pouvait faire beaucoup plus que ce qu'on croyait. Alors, j'ai choisi une technologie un peu par défaut. Aucune critique sur les technologies existantes, les technologies concurrentes ou confraternelles, elles ont toutes leur place. Celle que j'ai choisie, c'est le CIGS, parce que pas de verre, tout simplement, à nouveau, et parce que c'est une technologie qui a suffisamment de rendement. On est aux alentours de 180 watts mètre carré, 17,6, des fois 18%. Et donc c'est une puissance qui aujourd'hui est peut-être légèrement en deçà, quoique ça va progresser dans les prochains mois. On va atteindre assez rapidement les 19 et 20%. C'est une technologie qui est suffisamment proche des rendements du silicium pour être regardée de façon sérieuse. C'est la deuxième technologie mature après le silicium. Donc c'est une vraie techno, il n'y a pas de doute quant à ça. Les preuves ont été faites. Il n'y a pas besoin de développer le substrat technologique et scientifique du CIGS. Par contre, ce n'est pas une technologie qui est en provenance d'Asie. C'est une technologie européenne, américaine, avec quelques bases au Japon, mais globalement, c'est une technologie qui vient des pays de l'Ouest. Il y a une petite base avec énergie en Chine, qui est en train de disparaître du reste. Et donc, on a gardé, à la différence du silicium, un savoir-faire en Europe et un savoir-faire en Occident, aux États-Unis. Alors, nous, notre job, ça a été d'apprendre en fait à faire du photovoltaïque, pousser le CIGS le plus loin possible. La faiblesse du CIGS, c'est son peu d'appétence à l'humidité. Donc, il y a un énorme travail d'étanchéité à faire. Film barrière, les joints, enfin, je ne vais pas vous faire un cours sur les modules photovoltaïques, mais c'est une des faiblesses du CIGS du fait de sa couche supérieure de ZNO qui n'aime pas l'humidité. Donc ça, on y travaille quasiment tous les jours afin d'avoir des modules qui puissent flotter. Ce qu'on a installé sur les bateaux, des fois, c'est allé sous l'eau. Donc il faut effectivement que ça soit réellement étanche à l'eau, aux vapeurs d'eau, à tout ce que vous voulez pour être stable. La technologie est suffisamment évolutive et c'est là où ça nous intéresse vraiment en termes de prospective. On a tous entendu parler du perovskite ici, on a tous entendu parler des tandems et des multijonctions. On sait tous que c'est le futur du photovoltaïque, à terme. Tout comme avec l'OPV, vous faites un travail admirable chez Eliatech, félicitations. Il y a des verrous à lever, il y a des barrières à lever, c'est compliqué. Il y a des effets d'annonce comme partout. Il y a des usines qui se créent en Allemagne, en Angleterre. Est-ce qu'elles véritablement verront le jour avec un produit commercial aujourd'hui? On ne le sait pas, on l'espère. Mais il est vrai qu'à terme, le photovoltaïque devrait passer le plafond de verre des 30%, en tout cas pour le silicium, au travers des tandems, notamment des tandems silicium, tandems CIGS, perovskite. On a des perspectives qui nous amènent jusqu'à 43% au niveau théorique. Donc c'est absolument formidable. Si on arrive à transformer ne serait-ce qu'un tiers de l'énergie solaire en électricité, c'est vraiment un ticket gagnant dans le mix énergétique. Et le mix énergétique, c'est ici, c'est ce salon-là. Donc on a
le solaire a toute sa place et a toute sa place à terme. Les différents acteurs, les différentes technologies ne sont pas concurrentes comme on le croit, elles sont toutes complémentaires. On a besoin de toutes ces technologies. Alors, concernant SolarCloth, on vient véritablement du marché. Il y a de cela 15 ans, j'ai toujours du reste une voilerie où on fabriquait des voiles de course. Donc je suis vraiment sur le marché, je sais ce que veulent mes clients. Aujourd'hui, on fabrique quasiment plus de voiles photovoltaïques. On est passé effectivement sur des produits industriels. Et on a, d'une certaine façon, commercialisé avant d'être industrialisé. C'est là où on voit qu'on est français et pas allemand. On aurait dû faire dans l'autre sens, c'est certain. Et donc, nos premiers clients, qui étaient effectivement plutôt de la recherche, de la R&D, des prototypes, on a passé toutes ces phases-là, la phase 1, la phase 2, la phase 3, on est maintenant validé. Je crois, je dis peut-être une erreur, mais à ma connaissance, je crois qu'on est le seul fournisseur en VIPV pour le groupe Renault-Volvo en production de série en première monte d'usine pour les camions. Je ne crois pas qu'en Europe, il n'y en a pas, aux États-Unis non plus, peut-être au Japon, peut-être chez Toyota, mais en tout cas, on est une start-up qui devient aussi une PME. Et donc, on a un marché véritablement très très ferme avec le groupe Volvo, et notamment Renault Truck qui est en région lyonnaise. Ils sont à Saint-Priest, pas loin d'ici. Et donc, nous fournissons deux types de camions, avec des déflecteurs photovoltaïques pour la série des camions T, et avec des toits, on appelle ça un pavillon dans le langage camion, le pavillon du toit de la cabine photovoltaïque pour les camions de série D et la série DZE qui est le nouveau camion électrique de Renault. Un camion qui sera très intéressant parce que c'est un petit poids lourd qui peut faire de la livraison en centre-ville en dehors des heures parce que ça ne fait pas de bruit, pendant les pics de pollution parce que ça ne pollue pas. C'est un camion qui est plébiscité par les transporteurs et les jeunes conducteurs. Les camions d'antan diesel, les jeunes conducteurs, ils n'en veulent plus. Ils veulent le confort d'une cabine d'un camion électrique. C'est véritablement le futur. Et en tout cas, SolarCloth est vraiment très content de participer à ce que je pensais être le dernier kilomètre pour le camion électrique. En réalité, c'est le premier kilomètre, parce que j'ai appris que si le banc de batterie de 24 volts de service n'était pas à sa bonne tension, le banc de batterie de 600 volts ne démarrait pas. Donc le camion restait à poste. Donc effectivement, on est partie prenante du premier kilomètre sur les camions DZE de chez Renault Truck. Le deuxième marché, qui est un marché important pour nous, alors on s'est approché de la grippe EV sur la pointe des pieds, parce que ce n'est pas un marché simple. Si vous me parlez de carène de bateau, je suis compétent. En ce qui concerne les rendements sur les tomates et les fraises, c'est moins ça. J'ai appris depuis, mais ce n'est pas vraiment mon métier, je ne suis pas agronome. Et donc, on a travaillé main dans la main avec l'INRA. L'INRA est aujourd'hui, en donnant une deuxième vie, ou en tout cas une deuxième fonction à des produits déjà existants dans les serres, à savoir les écrans d'ombrage qu'on a au-dessus des serres et qui protègent les cultures de... Alors, ça dépend de la latitude dans laquelle on se trouve, quel pays, mais il y a des pays où l'écran d'ombrage est tiré en permanence, sud de l'Espagne, Maroc, tous les pays de la péninsule arabique. Et donc on a transformé cet écran d'ombrage classique en écran d'ombrage photovoltaïque. C'est le même, sauf qu'il se déplie, c'est un accordéon, bien évidemment, un accordéon photovoltaïque. Et c'est là où vous voyez en nous l'ancienne voilerie et le gréeur. On sait faire. Donc on a transformé cet écran d'ombrage qui permet en même temps d'alimenter les serres qui sont en général des serres middle tech, donc avec des consommateurs, et les consommateurs dans une serre middle tech, voire high tech, sont légion. Il y a vraiment un gros besoin énergétique. Donc là, on a breveté ce produit-là, et on travaille avec une société qui n'est pas très loin d'ici, qui s'appelle Richel. Ils disent qu'ils sont le premier producteur de serres plastiques en Europe. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est marqué sur leur site. En tout cas, ce sont des gros faiseurs, ça c'est sûr. Et donc, au bout de 3 années d'approche, de nops nuptiales, de R&D, d'essais, de proto, on a enfin abouti à une relation commerciale réelle au travers des grands comptes, notamment des grands tunnels du groupe Richel. Et c'est les grands comptes que vous connaissez, je ne vais pas les citer ici, mais
c'est les grandes entreprises françaises, basiquement. Et donc ça nous donne un deuxième pied dans l'agrivoltaïsme, en restant très humble dans ce domaine-là. On a mon collègue qui est ici, William, du reste, qui tient nos produits dans ses mains, revient de Dubaï, et effectivement, on est en train de travailler sur des applications dans des serres à Dubaï, ça va nous permettre d'apprendre pour le sud de l'Europe à quelle sauce on va être mangé par le réchauffement climatique, quelle sera notre problématique en termes de rayonnement. On va avoir un rayonnement beaucoup plus fort que par le passé, et un stress hydrique qu'on ne connaît pas aujourd'hui. On en parle de façon, oui, il ne faut pas laver sa voiture parce que la nappe phréatique est basse, mais le stress hydrique arrive. Et le stress hydrique, avec des radiations très fortes, c'est ce que connaissent les pays du Golfe, c'est ce que connaît le Maroc, par exemple. Donc on a tout lieu d'aller apprendre là-bas comment faire pour nous mieux vivre ici d'ici 20, même 15 ans de maintenant. Donc ça, c'est une démarche qu'on a entrepris au sein de Solar Close System. Alors bien évidemment, on a tous les projets plein air que vous pouvez imaginer, parce qu'on vient du sport à l'origine. Notamment une société à nouveau lyonnaise qui s'appelle Utopia, qui est, on va dire qu'elle est leader en Europe de ce qu'on appelle le glamping, le camping de luxe avec des lodges qui sont consommatrices en énergie. Hein. C'est du tourisme qui est destiné aux urbains qui ont envie de sortir du béton pour partir en vacances et être au plus proche de la nature. Donc par définition, c'est en bout de réseau. Donc les réseaux coûtent une fortune à installer. Des fois, c'est même pas installable. Ou alors c'est installable avec grand coût, avec difficulté. Et donc on a conçu pour eux, là aussi il y a eu quasiment 3 ans de travail, des tentes autonomes en énergie. Donc il y a le solaire thermique pour l'eau chaude, et puis il y a l'ensemble, ça va du frigo à tout ce qu'on peut imaginer dans une lodge. Et là, on est en train de fabriquer un village, 60 tentes photovoltaïques pour la Californie, au-dessus de Los Angeles. Et pour une petite société qui vient du nautisme et des voiles de course, j'avoue que j'étais assez bluffé par le fait qu'on arrive à pénétrer ces marchés-là. On a mis du temps, ça n'a pas été simple. On a fait comme tout le monde, on a eu, excusez le français, on a eu des cagades comme tout le monde, on a livré des produits qui n'allaient pas. Mais ça, c'était avant. Cette période-là est tournée, la page est tournée. On a fait tous les liens qu'il fallait, notamment avec l'IPVF, merci Michel, avec la science française, avec le CNRS, avec TNO aux Pays-Bas, et puis avec plein de gens sur la planète. Et donc on est maintenant véritablement connecté avec tout l'amont. Nous, on est vraiment en aval, on est au marché, hein, avec toute la partie amont, tous les gens qui font de la recherche, qui ont besoin de nous pour 2 raisons. La première, c'est justifier auprès des gens qui les subventionnent, qui font rentrer l'argent dans les labos de recherche. Ils ont besoin qu'effectivement il y ait de l'applicatif, et un véritable applicatif industriel. Et en même temps, ils ont besoin du retour, parce qu'on ne conçoit pas des cellules sans avoir en tête ce que sera le module in fine. Dans le module, il y a la cellule. Donc c'est un travail qu'on doit faire ensemble, et on a ouvert effectivement tous ces canaux de communication avec tous les scientifiques de France et puis les gros labos européens. À nouveau, on ne va pas se prétendre spécialiste de la fabrication des perovskites, ce n'est pas nous. Pour autant, on travaille sur les verrous qu'il y a à intégrer des perovskites. On regarde effectivement quels sont les enjeux, comment se débarrasser des ingrédients qui ne sont pas désirables au sein des modules. Il n'y a pas de cadmium chez nous, il n'y a pas de solvant. On fait très attention à ça. On a mis en place tout le recyclage nécessaire. Donc effectivement, on reste dans la droite ligne. Et s'il n'y a pas de solvant chez nous, ce n'est pas pour faire plaisir à l'ADEME ou à une réglementation. C'est pour que nos salariés, mes collègues, ne respirent pas des vapeurs toute la journée. C'est pas plus compliqué que ça. Je n'ai pas envie qu'ils rentrent le soir et avoir les poumons, les bronches encombrés. Donc ça, c'est véritablement du terrain. 5 minutes. Merci. On n'a plus que 5 minutes. Donc je vais te repasser la parole, Michel. Oui, merci à tout le monde. Et puis bon salon. Merci Alain. Il nous reste effectivement quelques minutes. Donc c'est peut-être l'occasion de vous donner la parole s'il y a une ou 2 questions dans la salle. Alors, madame d'abord, je vous en prie. Je ne sais pas si on peut faire circuler
un micro, sinon je vais prendre le mien, tout simplement. Tiens, Michel. On va prendre celui-là. Bonjour, Corinne Alsace de l'Auxiliaire. Alors j'avais une question pour Madame Muller. Votre procédé Eliasol donc, est sur le point d'être commercialisé. Donc je voulais savoir, s'agissant d'une technique innovante pour le marché français, est-ce que vous êtes engagé dans une procédure d'avis technique ou d'ATEX ou peut-être même encore de TN? Merci. Alors nous, on est fabricant du module. Donc on travaille que en B2B, donc c'est-à-dire qu'on a des partenaires distributeurs en France. Donc Engie est au capital d'Eliatech depuis 2015, donc on est en partenariat avec Engie principalement, mais pas en exclusivité. Donc nous, en tant que fabricant, on vend un module qui est certifié IEC, donc c'est la certification photovoltaïque européenne plutôt classique et conventionnelle. Mais tout ce qui va faire partie des spécificités des marchés, donc pour la France, l'avis technique, etc., ça va être à Engie de faire ces étapes-là. Donc nous, on donne nos certifications feu, IEC, et tout ce qui est spécifique au marché, ça va être le travail de nos partenaires sur les marchés. Alors après, quand on a fait déjà des pilotes, on a un pilote à La Rochelle sur une école où c'est un ERP, donc il a fallu quand même lancer quand même des procédures, même si à l'époque le module n'était pas encore certifié, il était certifié CE, mais pas plus. Donc Engie a pris la responsabilité de faire cette installation, mais a réussi quand même à avoir de la part des bureaux Veritas le consuel, de faire déjà toutes ces procédures alors que le module n'était pas encore certifié. Donc ça a déjà été fait, mais une fois que ça sera commercialisé, c'est aux partenaires, aux distributeurs sur place de faire les démarches pour les spécificités du marché. Vous aviez une question, je crois. Merci pour tous les exemples que vous avez donnés, c'était hyper intéressant. Vous avez parlé de la problématique du foncier qui a l'air d'être la problématique générale. On a parlé de l'agriculture, du tertiaire. Est-ce que tout ce qui est immeuble d'habitation, c'est quelque chose que vous ciblez, sur lequel vous avez déjà travaillé, où il y a une impossibilité technique? Alors pour Eliatech, c'est tout à fait faisable. Alors nous, il faut effectivement que ce soit des toitures qui soient plates. On n'installe pas sur des tuiles ou... Voilà, il faut que quand même l'adhésion se fasse sur cette surface de 43 cm, il faut que ce soit relativement plat. Donc c'est pour cela que pour l'instant on est vraiment sur le B2B et plutôt ce qui est bâtiment industriel. Mais comme je vous disais, nous on travaille sur le marché français avec Engie. Est-ce que Engie va mettre dans son portfolio des projets clés en main qu'ils font pour les habitations? Ils peuvent aussi tout à fait proposer Eliasol en complément, peut-être mettre du conventionnel en toiture là où on peut le faire, et peut-être mettre une façade, s'il y a une façade plein sud qui peut être, pour essayer d'optimiser l'espace et faire un complément en OPV, c'est tout à fait possible. Alors après, c'est une question de régulation, de réglementation, je veux dire, de certification. Quand c'est des habitations, j'imagine qu'il y a encore plus de démarches à effectuer, etc. Donc, mais pourquoi pas, en tout cas sur le papier, tout bâtiment peut être installé. Alors, sur le papier, oui. Je vais donner la parole de l'industriel développeur. Du coup, c'est vrai que nous, on n'y est pas encore aujourd'hui. Alors, pour deux raisons, je dirais. La première, complexité technique, quand même, de l'intégration au bâti avec le travail des architectes. Il y a toutes les questions de patrimoine. Il y a les questions d'ensoleillement aussi, puisque la densité des villes, des constructions, il y a énormément de paramètres à prendre en compte dans la conception des projets. Donc, c'est presque un métier, une expertise à part entière. Et la deuxième, c'est une question de coût, évidemment. C'est-à-dire que nous, à la fin, on doit produire une énergie qui n'est pas chère. Et donc, il faut faire de la rentabilité. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, tout ce qui est bâti en ville, etc., on va être surtout sur de la toiture. Et je le dis parce que c'est un fantasme. Souvent, on dit, mais pourquoi on ne recouvre pas tous les toits de Paris en photovoltaïque? Alors, outre l'aspect patrimoine, qui l'interdit, c'est compliqué aujourd'hui d'intégrer au bâti pour ces raisons-là. Il y a l'aspect aussi que nos toitures, souvent, ont été construites avec des bacs acier peu chers,
qui ne sont pas en capacité aujourd'hui d'accueillir, de soutenir des panneaux. Donc, qui va payer pour tous ces bacs aciers? Voilà. Est-ce que c'est... Donc, voilà, c'est pas si simple, mais bon, quand même, les toitures, hein, principalement dans l'industrie, enfin, voilà, on trouve des solutions, mais pourquoi pas? Je pense que c'est une vision d'avenir et il y a beaucoup d'innovation d'acteurs, mais je dirais qu'on n'est pas encore aujourd'hui à un déploiement massif de ce genre de solutions. Michel, je me sentais orphelin, tu nous invitais plus chaque fois que tu faisais du BIPV. Donc, je m'y suis collé. Et comme on ne va pas réinventer la roue, on l'a déjà inventé avec ce qu'on fait, je me suis rapproché de mon collègue américain qui fabrique avec du CIGS des tuiles photovoltaïques rondes. Elles sont jolies, probablement plus chères que ce qu'on doit mettre sur du cobassier, j'en suis certain. Ça s'adresse à une clientèle qui probablement mettra la somme qu'il faut parce que la tuile est jolie. Et que ça correspond aussi au sud de la France, au type de toiture qu'on a. Donc j'ai lancé la balle, tu as dû le voir, j'ai lancé la balle et on va s'y coller parce qu'effectivement il y a un manque chez nous. Donc on y vient, le produit existe, il marche, il est développé, il est sur catalogue. Donc là on va faire que du commerce, achat-revente, tout bête. Désolé pour le manque de valeur ajoutée là. C'est un produit qui est pas mal, donc vous le verrez apparaître bientôt. Oui, j'ai l'impression que tu es un touche-à-tout, Alain, hein, parce que tu intègres au véhicule, tu fais des serres, des tentes et maintenant des tuiles. Et pour l'armée aussi. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois. Comme vous le voyez, c'est tout à fait passionnant. Il y a une diversité de matériaux, une diversité de technologies qui débouchent sur ces marchés, sur ces applications, ces marchés dont nous avons parlé. Tout cela est tout à fait passionnant. Merci à tous. Vous pouvez retrouver nos panélistes à l'issue de la conférence à proximité du stand de l'IPVF, qui est le stand A21. Donc, je vous invite à poursuivre la conversation. Vous pourrez également regarder, voir de plus près, voire même toucher donc, les échantillons d'Eliatech ou ceux de SolarClose. Bonne journée, à bientôt. Merci.